Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial de l'organisme 2 degrés. Donc, Alexandre Guindon, je te remercie de te joindre à nous. C'est bien apprécié. Merci à toi, merci à vous autres. Très heureux d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de nous faire confiance pour cet épisode spécial présenté par 2 degrés. On aura la chance d'entendre parler un petit peu plus de ce que vous faites en tant qu'incubateur. Mais sans plus tarder, je me présente rapidement. Donc, pour ceux qui ne savent pas déjà, je suis Louis Palacio, le producteur et réalisateur chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, on va commencer direct dans le bain. Yes. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux me dire quel type de pain es-tu, Alexandre? C'est quel genre de pain, toi? J'aime beaucoup cette question-là. Je dirais quel type de pain je suis. Il y a un pain pour moi qui représente beaucoup l'authenticité, qui est un pain qu'on pourrait appeler intégral, parce que c'est des aliments quand même, des ingrédients qui sont plus justement dans l'aspect plus bio, naturel, pas trop transformé, vrai, parce que ce que tu goûtes, c'est ce qu'il y a dedans réellement. Puis je pense que c'est quelque chose qui me représente beaucoup comme personne aussi. C'est-à-dire de focusser également sur la transparence, l'authenticité, la vulnérabilité, et ainsi de suite. Je trouve que ce type de pain-là, je m'y rattache quand même. Donc, il est bon. Puis de deux, je trouve qu'il y a des éléments là, qui me représentent bien là-dedans. Et le nom de ce fameux pain, c'est? C'est dans le temps, je le trouvais au Costco ou dans d'autres épiceries. Ça s'appelait le pain intégral. Je ne sais même pas qui le fait exactement. Là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas acheté. Bon. Okay. Mais il est super bon pour eux. Il est très, très bon. C'est un genre de pain de ménage. Là. Ah, OK. Rien de trop casse-tête, mais intéressant. il goûte très bon quand même. Ça a eu l'occasion de l'essayer. Je Ouais. fais pas de positionnement de marque pour personne, parce que je sais même pas qui le fait. T'es pas sponsor. C'était très bon. Non, je suis pas sponsor. Cool. Ben, je l'ai un petit peu tease, mais 2 degrés, on veut savoir plus en détail ce que c'est en tant qu'incubateur. Est-ce que tu serais prêt pour une petite présentation? On va te donner 45 secondes. Oui. Ça va être la caméra juste ici qui va être à toi. Excellent. Karim va te donner un petit signal et on va y aller. Je peux aussi mettre un petit timer ici pour t'aider. Comme ça, tu vas voir All right. ici. 45 secondes. Exact, c'est ça. Voilà. Magnifique. Panique pas si tu dépasses, c'est pas bien grave. C'est parfait. On juge ça. C'est Guidou. 2 degrés, c'est un incubateur en technologie propre. On est basé à Québec, dans la capitale nationale. On existe depuis 2019, mais on a lancé nos activités en 2021. On fait nos 2 ans cette année. On accompagne des startups en technologie propre un peu partout au Québec, au stade de pré-démarrage jusqu'au démarrage, donc jusqu'à la commercialisation. Puis l'objectif, à travers tout notre réseau de partenaires, de collaborateurs, l'équipe et ces entreprises-là, c'est d'arriver justement collectivement à contribuer au développement, à l'essor, à l'émergence de l'économie de demain. De contribuer à la lutte au changement climatique, mais surtout d'arriver de notre côté à le faire en créant des richesses durables, en valorisant le potentiel qu'on a au Québec au niveau intellectuel, au niveau entrepreneurial, au niveau innovant, puis surtout de le faire de manière collaborative pour créer un avenir meilleur pour les générations actuelles et les générations futures. Wow, on point, right on time, that's it. Ben merci, ça nous donne une meilleure idée de ce que c'est que 2 degrés. Mais je vais nous retourner en fait dans le temps un petit peu parce qu'on veut savoir, bien avant que 2 degrés débute, comment toi-même, Alexandre, tu t'es rendu là. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment a commencé ta carrière, les études, là, si on retourne un petit peu en avant? Comment tu gagnes ton pain? Oui, on peut faire ça. Puis il y a des liens à faire avec 2 degrés là-dedans, fait que je vais essayer de faire quelques parallèles. Super. Je suis un gars de Québec. J'ai fait mes études secondaires comme tout le monde, cégep, etc. Ben, comme beaucoup de monde en tout cas. Et puis, je suis arrivé à un stade au niveau universitaire où est-ce que, j'en parlais avec des amis dernièrement, où est-ce que je me questionnais beaucoup sur comment je peux avoir un impact dans la société. Comment je peux moi aussi contribuer à un monde meilleur quotidiennement. Puis quel programme d'études ou quel cursus académique pourrait venir me renforcer ou m'outiller par rapport à tout ça. Puis j'avais identifié un programme qui s'appelait Aide humanitaire de développement international. C'était un mineure à l'Université Laval. Donc, je pensais m'enligner là-dessus, étudier dans ce domaine-là, m'ouvrir des portes, puis aller à l'international, contribuer justement au développement de certains pays, sociétés, économies, projets, organisations, beaucoup avec les ONG, tout ça, là, à l'international, où il y a quand même certains grands défis, mais surtout certaines grandes richesses qu'on peut valoriser. Je ne parle pas de richesse économique nécessairement tout le temps, mais
richesse culturelle, sociétale, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis je trouve qu'on est très chanceux d'être où est-ce qu'on est. Puis je me suis dit comment que, à travers cette chance-là, on peut nous aussi aller contribuer puis rendre un monde peut-être un peu plus juste et équitable. Fait que l'aide humanitaire de développement international, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré beaucoup. Cela étant dit, c'était pas le programme qui t'ouvre le plus de portes. Fait que je me suis dit, je vais aller étudier en finance. J'ai fait mon bac en finance, en admin. Puis je me suis dit, un jour, je vais m'aligner là-dessus, plus précisément, à travers mon parcours. Fait que comme une finalité, mais non comme un programme d'études nécessairement. Fait que j'ai étudié en finance, j'ai travaillé chez Desjardins après ça. J'avais en tête quand même Desjardins International Development, qui va un peu dans cette dynamique-là, justement, de développement international. Il s'implique beaucoup dans le microcrédit, dans des pays en voie de développement, et ainsi de suite, dans le monde, et différents projets. J'étais là pendant environ 5 ans, là, autant sur les marchés boursiers que dans les assurances, que dans le milieu plus de développement des affaires. Et finalement, je suis parti de Desjardins pour... J'étais voyagé pendant environ 1 an, là. Puis j'ai lancé ma propre entreprise à ce moment-là, où est-ce que je bâtissais des projets collaboratifs dans l'écosystème entrepreneurial, où je contribuais, en fait, au développement de projets collaboratifs dans l'écosystème entrepreneurial. Un peu comme un ange? Non, j'investissais pas directement. C'était plus, mettons, tu prends, je veux dire n'importe quoi, là, j'ai été impliqué au tout début, là, avec, pas au tout début, mais dans les premières années du mouvement des accélérateurs d'innovation au Québec, sur différentes implications stratégiques, là, sur le développement provincial du projet, sur différentes réflexions en lien avec le déploiement des différentes phases, là, des différents volets d'accompagnement là, que le mouvement voulait proposer. Fait que je les accompagne là-dedans pour assurer une collaboration dans l'écosystème puis venir accentuer leur impact au niveau provincial à travers différentes mises en relation, différents accompagnements, différents développements de partenariats et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. J'ai contribué, entre autres, à travers un mandat à la mise en place de Quantino, qui est l'incubateur de l'INO à Québec. Donc, différents projets comme ça que j'ai fait pendant environ 2 ans. Et j'avais ce besoin-là, je te dirais, de bâtir de quoi qui était plus grand que moi. C'est parce que quand tu es à ton compte, en quelque sorte, tu travailles avec plein de collaborateurs, mais quand même, il y a un élément important là-dedans pour moi qui était, ça se limite souvent à toi par rapport à un mandat sur une durée déterminée. Puis j'avais besoin de pouvoir sortir de ça, amener ça plus loin. Puis c'est là qu'on s'est rassemblé, tout un groupe, c'est là que je fais le parallèle un peu avec 2 degrés, mais on était 3 cofondateurs au début. Moi, Vanessa, André. Et puis c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait un besoin dans l'écosystème entrepreneurial du Québec au niveau des technologies propres. C'est là qu'on a réalisé à quel point il y a un potentiel énorme là-dedans. C'est là qu'on a réalisé aussi par rapport au changement climatique. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui se disent, mais comment on peut créer des solutions, comment on peut créer de la richesse, comment on peut le faire de manière durable. C'est là qu'on identifie l'entrepreneuriat, puis l'innovation, puis l'incubation à travers tout ça pour y arriver. Fait qu'on a lancé 2 degrés là, en 2000. Les réflexions en 2018, quelque chose de plus concret en 2019. On a pré-démarré en 2020, puis on a lancé en 2021. Fait que ça a été un peu le contexte ou le parcours en quelques mois, en quelques minutes. Puis vous l'avez parti aussi en pandémie, j'imagine que ça a été... Oui, ça a été quand même rough. Là. On a lancé, en fait, moi j'ai jumpé dans les opérations officiellement là, en novembre 2019. J'ai pris la direction générale de l'OBNL à ce moment-là. Et puis, on sait tous ce qui est arrivé en mars 2020. Là. Fait que quelques mois après, j'étais, sans le nommer, mais chez un partenaire potentiel ce jour-là, le fameux 13 mars 2020. Puis, donc, la rencontre a bien été, mais c'est sûr qu'avec le démarrage de la pandémie et tout ça, c'est venu compliquer certaines choses auprès de différents partenaires. Mais en même temps, j'aime ça voir ça comme une opportunité parce que avec la pandémie, on s'est mis à parler de plus en plus de relance propre, de relance durable. On s'est mis à parler de plus en plus également de tout ce qui touche le développement durable, la transition énergétique, la transition écologique. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans, mais comment l'entrepreneuriat peut jouer un rôle prépondérant et important. Puis comment le Québec a un potentiel, puis comment on peut vraiment jouer, se positionner comme un pôle, pas juste au Québec, mais même à l'international, en ce qui a au développement de ce secteur-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de conscientisation, d'éveil par rapport à ça à travers la pandémie. Fait que c'est venu un peu comme une vague qu'on a pu surfer aussi à travers ça, malgré les défis. Qui sont venus avec. Qui sont venus avec, oui. Et 2 degrés, le nom, comment c'est venu? La genèse un petit peu? Oui, c'est une bonne question. C'est en fait en lien avec l'accord de Paris, qui parle de 2 degrés, donc qui est l'objectif là, de limiter le réchauffement climatique, le réchauffement de la planète à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On parle aussi d'1,5, mais 2 degrés était celui qu'on a choisi à ce niveau-là. Ils n'avaient pas changé de nom si jamais le chiffre évolue. 1,5 en fait, c'est des partenaires, c'est des amis aussi, 1,5.ca. Ah ouais. 1,5 Média. C'est un nom qui a déjà en plus été choisi, mais on travaille très bien ensemble. Là. Fait que 2 degrés dans l'accord de Paris avec comme objectif, je sais pas les mots exacts vite comme ça, là, mais de également se limiter à 1,5. Mais c'est effectivement de là qu'on s'inspire là, pour le nom 2 degrés, qui se dit bien en anglais et en français en plus. Qui permet plein de jeux de mots là, au 2e degré, 2 degrés de séparation, la température carrément. Et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des liens intéressants à faire à gauche et à droite là, dans différentes discussions. Puis vous êtes parti avec une
petite cohorte et la cohorte a grandi. Donc, c'était 3 entreprises au départ, ensuite jusqu'à 6 ou comment ça s'est passé un petit peu? Notre premier appel à projet, on l'a lancé en mars 2021, le 23 mars, au moment de notre lancement. On a reçu à peu près une 50aine de candidatures, puis on a sélectionné 6. Fait que ça, c'est notre première gang qui est rentrée. Puis là, depuis, il y a eu d'autres intégrations. Fait qu'on a eu d'autres appels à projets en 2022, on a eu 2. Là, on est rendu à 17 entreprises accompagnées là, depuis le début de nos activités. Félicitations. Merci. Est-ce que vous considérez sélectif? Est-ce que vous êtes... comment fonctionne un petit peu le processus pour choisir des futurs incubés à l'intérieur? Oui, bien, en fait, je te dirais, on essaie d'être le plus, sélectif, tout en s'assurant que les projets qu'on ne sélectionnera pas, être capable aussi de les référer à d'autres structures d'accompagnement, à d'autres joueurs. Parce que il y a beaucoup de potentiel entrepreneurial au Québec. Il y a certains projets là-dedans, je vais revenir à ta question, mais qui fit sur ce que nous, on fait. Il y en a d'autres qui fit moins sur ce que nous, on peut apporter comme valeur à ces entreprises-là. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas laisser un entrepreneur en deux cracks. Puis de dire, comme tu as un beau projet, tu as une idée, peut-être que nous, on ne peut pas t'accompagner, à cause que notre processus fait qu'au final, c'est pas une entreprise que nous, on peut soutenir. Je vais revenir aux critères. Mais c'est important de s'assurer de la référer aux bonnes structures d'accompagnement par la suite. Puis l'avantage qu'on a, on parlait de moi tantôt, de l'écosystème, de tous les incubateurs accélérateurs, de la collaboration qu'il y a. Je pense que ça vient faciliter ça. Cela étant dit, oui, on a un processus qui est assez... On a 2 types de critères. On a des critères d'admissibilité, puis on a des critères de sélection. Fait qu'au niveau de l'admissibilité, on en a 5-6. Fait que, dans un, il faut que tu sois dans le secteur des technologies propres, dans un de nos créneaux qu'on a ciblés. Donc l'eau, l'énergie ou les matières résiduelles, il faut que tu sois au Québec. Il faut que tu aies une stratégie de pays quand même bien développée ou une bonne vision par rapport à ça, une priorisation importante qui est accordée à ta stratégie de propriété intellectuelle. Puis on va t'accompagner par rapport à ça ensuite. Il y a un potentiel de marché, un potentiel d'impact important, de croissance, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais également à l'international. Ça, c'est très important. Il faut que tu aies cette vision-là. Il faut qu'il y ait au moins une personne d'engagée à temps plein dans l'organisation. Ça, c'est important pour nous autres. Qu'il y ait au moins 3-4 jours par semaine d'investissement, parce que nous, on en donne beaucoup aussi. Ça peut être c'est ça le genre de critères-là. Là. Ça peut être le fondateur qui serait la personne. Oui, ça peut être le fondateur. On aimerait avoir plus qu'une personne dans l'organisation, ça n'arrive pas tout le temps. Je pense que ça apporte beaucoup de complémentarité, c'est important. Puis peut-être un dernier point, c'est sûr que le modèle d'affaires de l'entreprise, on est très ouvert. Là. Ça peut être autant une OBNL, une coop qu'une compagnie, une société par action plus traditionnellement reconnue comme une start-up. Là, mais une start-up n'a pas besoin d'être une société par action nécessairement. Ça peut être un OBNL, ça peut être une coop. Il y en a qui réussissent très bien. Fait que ça, c'est nos critères d'admissibilité. Une fois que ça est fait, on passe vraiment à la dynamique plus de sélection. Puis là, on a différents critères là, qui sont sur nos différents angles. Fait, au niveau de l'innovation, au niveau de l'impact, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entrepreneur, au niveau du marché. Puis on implique un jury, bien sûr, là-dedans pour apporter de l'objectivité au processus. Puis dire, sur ces 15-là qui sont admissibles, voici les 6 qui peuvent être sélectionnés selon vos critères. Puis les 9 autres ou les 50 autres, ou peu importe. Après ça, on peut les référer où dans l'écosystème pour s'assurer qu'ils puissent être soutenus, accompagnés là, dans leur développement. Nécessairement, mais c'est ça. Sont redirigés vers d'autres ressources. Puis j'imagine qu'il y a eu des choix difficiles à faire à travers les années, des projets incroyables qui sont passés sur vos bureaux. Oui, quand même. Puis il y a des entreprises qu'on a accompagnées, qu'on est super fiers. Il y en a d'autres qu'on espère pouvoir accompagner prochainement, certains qui étaient trop early dans le processus. Fait qu'on aurait aimé pouvoir les sélectionner, on n'a pas pu à ce moment-ci. Mais heureusement, ils sont accompagnés par d'autres joueurs, fait qu'on espère pouvoir les revoir prochainement. Mais effectivement, il y a des beaux projets. Là. Il y a un beau potentiel. Puis c'est pas un secteur qui est facile, pardon. Non, j'imagine que non, en plus, les technologies propres. Mais comment vous vous positionnez par rapport aux autres incubateurs? Est-ce que vous êtes à un certain stage de développement plus idéal ou c'est vraiment juste... Ça peut arriver à n'importe quel stage de développement d'entreprise? On est à un stade de développement quand même assez précis. C'est sûr qu'il y a des zones grises. Puis c'est là que la collaboration, puis les partenariats, puis les communications entre nous, c'est important. Nous, on intervient ce qu'on appelle au pré-démarrage. Fait qu'on intervient en lab to market, si je peux me permettre. Fait qu'on va chercher des projets au niveau technologique qui sont à un stade de preuve de concept, en quelque sorte, qui ont déjà un modèle d'affaires, déjà une entreprise, déjà un peu de financement. Comme je disais, il faut que quelqu'un soit engagé dedans, à temps plein ou presque. Fait que ça demande aussi certaines ressources financières pour payer ton pain et ton beurre à un moment donné, faire un peu un jeu de mots. Fait que ça, c'est au début, je pense que c'est super important. Puis après ça, on l'accompagne jusqu'à temps qu'il y ait une certaine traction commerciale. Fait que pas besoin d'avoir commencé à faire des ventes, parce que là, on parle plus d'accélération habituellement, de commercialisation, ce qui est souvent synonyme. Mais on parle d'une traction commerciale, une traction auprès d'investisseurs, un prototype par rapport à la technologie qui a été démontré, qui a été validé, qui est prêt carrément à penser à la commercialisation, à passer, à la commercialisation de ce prototype-là. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir des adaptations de la mise à l'échelle, de la mise en production. Ça, on touche moins à ça, mais c'est plus les étapes d'après. Mais fait c'est ça. On part du lab, on se rend jusqu'au marché qu'on dit. Donc jusqu'à une traction, jusqu'à une validation.
autant auprès du marché qu'auprès d'investisseurs. Puis ça, ben, ça dure à peu près, on dit en moyenne 18 à 24 mois par entreprise. Comme c'est beaucoup dans le deep tech, c'est beaucoup dans le hardware, peut-être un petit peu plus que le software, du moins jusqu'à maintenant. Même ça intègre du software souvent. Fait que le processus de développement, d'itération, de test, de validation, de vitrines, etc. est quand même assez long. Donc on parle d'à peu près 18 à 24 mois, mais c'est très adapté, personnalisé à chaque startup, je dirais. Puis concrètement, dans ces 18 à 24 mois, ça a l'air de quoi votre accompagnement avec eux? Est-ce que vous les mettez en contact avec des potentiels acheteurs, investisseurs, les locaux, comment ça fonctionne un petit peu? Il y a différents éléments. Peut-être un point important là-dedans, c'est l'accompagnement qu'on offre est très spécialisé, donc dédié à ces entreprises-là, à ce secteur-là, puis les joueurs qu'on mobilise viennent intervenir aussi en ce sens. L'accompagnement qu'on offre aussi est personnalisé, dans le sens que chaque startup qui arrive, c'est de plus en plus d'incubateurs vont en ce sens-là aussi, d'accélérateurs, on s'entend, mais nous, en CleanTech, comme on le travaille, c'est que chaque entreprise qui arrive chez nous a sa propre réalité, est à son stade de maturité, son équipe, c'est pas tout le monde qui a la même équipe, n'a pas la même complémentarité tout le temps. Des fois, c'est plus de type recherche, des fois, c'est plus de type business, des fois, c'est plus de type scientifique. Des fois... Bon, comment on peut focusser là-dessus puis s'assurer de bien l'accompagner en lien avec ses forces? Fait qu'il y a ses propres enjeux aussi, ses propres contextes financiers, et ainsi de suite. Fait qu'on adapte l'accompagnement là-dessus. Puis le type d'accompagnement qu'on offre par la suite, par mois, on parle d'environ 15 à 20 heures d'accompagnement par entreprise qu'on offre. Ça, c'est rendu possible à travers des formations mensuelles, où est-ce que toutes les incubés, c'est très personnalisé, mais travaillent ensemble. Fait que pour permettre cet esprit de communauté-là, c'est super important dans le développement d'une startup. Fait que peu importe, tu es rentré dans quelle cohorte, tout le monde est ensemble. Fait que, mettons, les 6 premières auraient pu, il y en a qui sont partis, mais être intégrés aux 3 d'après et aux 7 qui sont rentrés là, à l'automne dernier. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a une dynamique de collaboration de communauté dans ces formations-là mensuelles. Ces ateliers mensuels sont très importants. Dans ce même sens, on fait aussi des ateliers de co-développement sur une base mensuelle. Donc, formation, ateliers de co-développement. On fait des événements trimestriels qui sont sur des thématiques un peu plus larges, high level, d'envergure, ce qu'on mobilise la communauté. Très important aussi pour nous autres. Opportunité de maillage aussi en même temps. C'est une maillage à travers ça, c'est ça, exact. Je donne un exemple que beaucoup de monde connaît dans l'écosystème, les fameux Demo Day, par exemple. Ben, c'est un bel exemple d'événement trimestriel qu'on pourrait faire. Fait que ça, ces événements-là, c'est très important pour nous aussi. Puis là, je t'ai dit formation, atelier à chaque mois. Ça touche à peu près peut-être 5 heures, fait qu'il manque un 10-15 heures. Bien là, chaque semaine, l'équipe d'accompagnement prend du temps avec chacune des entreprises pour faire un suivi au niveau de leurs différents objectifs, priorités, chantiers. L'avancement par rapport à ça. Il y a un comité de pilotage qui s'implique aussi pour venir challenger, apporter une perspective externe objective sur tout ça. Puis finalement, qu'est-ce qui vient compléter le tout? Bien, c'est tous les mariages qu'on fait justement, puis les rencontres que les entreprises ont l'occasion d'avoir avec tous nos partenaires, nos collaborateurs, nos experts, nos ambassadeurs, nos investisseurs en résidence, nos entrepreneurs en résidence, l'accès à des infrastructures pour faire des tests, du développement, du déploiement, de l'itération, de l'expérimentation, etc. C'est comme un mélange d'événements, d'accompagnement personnalisé, de mariage avec le réseau, avec nos différents collaborateurs, d'accès à des infrastructures, des espaces, puis de co-développement avec les différentes startups. Et les espaces, il y en a qui sont là presque à temps plein dans ces espaces-là? Ou, non, pas nécessairement. C'est ça, on a comme tu as dit tantôt, on a parti de l'incubateur dans un contexte pandémique qui a apporté beaucoup d'opportunités, mais qui a aussi apporté des contextes, compliqués, pandémiques, on l'a dit, fait qu'on ne pouvait pas être en personne nécessairement à ce moment-là. On a parti le modèle vraiment sur un contexte qui était, sur une approche qui était très virtuelle au tout début. On n'avait pas le choix. On respectait bien sûr toutes les règles. Après ça, on a abondé beaucoup dans les hybrides. Fait que dans le sens que nos événements trimestriels que je te parlais, c'est des événements en personne. On invite tout le monde à venir justement, soit à Québec ou ailleurs. Comme on est basé à Québec, la majorité des événements, on les a faits là jusqu'à maintenant. Mais on a une approche provinciale. Fait que il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Les bureaux en soi, on a des entreprises qui sont réparties également à travers la province. Fait qu'il y en a beaucoup à Québec, il y en a aussi à Montréal, puis il y en a ailleurs. Fait que là, actuellement, nous autres, on a des locaux à Québec. Les entreprises sont toujours les bienvenues, puis ils viennent à l'occasion, travailler avec nous autres, échanger avec nous autres. Souvent, chaque entreprise a ses propres locaux, a ses propres espaces, a ses propres infrastructures aussi. D'où ce que je parlais tantôt comme stade de maturité, lab to market, un petit peu plus avancé que ça, c'est qu'ils arrivent déjà souvent avec une base, un certain modèle, une certaine structure établie, ou mise en place, ou en démarrage du moins. Fait que pour répondre à ta question, il n'y a pas nécessairement de locaux parce que tout le monde est tout le temps en même temps, comme on pouvait voir peut-être dans d'autres incubateurs avant, plus en type coworking. On voit de moins en moins, on le voit encore, là, mais de moins en moins ce concept-là. Cela étant dit, ça a de la valeur. C'est quelque chose sur quoi on réfléchit. C'est-à-dire comment on est capable de réintégrer ce volet-là en complément de ce qui se fait déjà. On ne veut pas venir dédoubler ce qui se fait déjà. Fait qu'il y a toutes sortes de réflexions et de partenariats en ce sens. Comme à Montréal, on est avec le MT Lab, entre autres. On travaille beaucoup avec l'Esplanade, avec Sick Momentum. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a des belles collaborations possibles, entre autres au niveau du partage d'espace.
À Québec, on travaille avec le CAN, on travaille avec l'INRS, on travaille avec l'Université Laval, Entrepreneuriat Laval, le Cégep Limoilou. C'est des places où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on s'installe, puis où est-ce qu'on fait vivre un peu cette communauté-là, je te dirais. Intéressant. Puis là, tu commences à mentionner beaucoup d'acteurs, tout ça. Ouais. Ça m'amène pas mal naturellement vers notre prochaine section, qui est As-tu mangé tes croûtes? Merci, Karim. Donc, l'idée derrière As-tu mangé tes croûtes? Cette section, c'est de voir un peu quelles sont les croûtes que tu as mangées, justement. Donc, c'est quoi les défis, les bons coups aussi. Peut-être qu'il y en a une couple que tu veux partager aussi. Mais là, je vais faire le lien direct avec ce qu'on disait il y a quelques instants. Les autres incubateurs, les autres partenaires dans l'écosystème, j'imagine qu'ils ont une place importante, autant pour vous incuber que pour vous-même, pour le succès de votre mission. Vous travaillez tous quand même étroitement, vous ne pas, presque, j'imagine, sur une base journalière, j'imagine? Avec les autres incubateurs, quand même. Mais ça dépend lesquels. C'est pas avec tout le monde, tout le temps, tous les jours. Mais effectivement, sur une base pratiquement quotidienne, on a des discussions avec d'autres incubateurs ou d'accélérateurs. Donner un exemple concret. Dans notre première cohorte de 6 entreprises que je parlais un peu plus tôt, il y en a une majorité qui ont été ce qu'on appelle gradués jusqu'à maintenant, sur lesquels il y en a une majorité également qui font maintenant partie de cohortes d'accélération, entre autres avec Sick Momentum, qui est un accélérateur qui vient après nous. Fait que c'est important d'avoir, ces collaborations-là, ces partenariats-là qui soient formalisés pour être prêts quand ça arrive, mais surtout dans ces communications-là en continu, pour être capable, justement, quand il y a des besoins, de lâcher un coup de fil puis d'être capable de faire les bonnes passes à palette là, à ce niveau-là. Mais oui, absolument, il y a beaucoup de collaboration. Là. Est-ce que vous êtes des fois un peu en compétition? Est-ce que vous voyez que vous avez l'intention de diviser des futurs incubés, des fois? Oui, bien des fois, en fait, entre les incubateurs, moi, je ressens pas beaucoup de compétition à ce niveau-là. Là. On est sur une verticale qui est assez spécifique. C'est sûr qu'au début, on s'est fait poser des questions. C'est bon, t'es comme, vous êtes qui, vous autres? Qu'est-ce que vous venez faire? Dans quel secteur vous allez travailler? Comment vous allez être complémentaires? Il y a déjà beaucoup d'incubateurs qui existent. Puis c'est vrai, au Québec, des incubateurs accélérateurs, il y en a un peu un autre. Là. Il y en a pas mal. Là. Puis des fois, quand tu le regardes, tu prends un overview assez high level, ça peut être dur de se dire qui fait quoi. Mais c'est là que c'est important justement de bien le définir, de bien le valider, de bien le démontrer. D'aller chercher ces appuis-là dans l'écosystème, de prendre le temps de leur parler, puis de dire, OK, toi, tu fais quoi? Moi, comment je peux être complémentaire? Fait que ce travail-là, on a travaillé fort à le faire, puis on continue à le faire au quotidien. Là, de se dire, qu'est-ce qui se fait déjà? Puis comment on s'assure d'être complémentaire à ça, puis bridge a gap dans l'écosystème. Tu sais, c'est super. C'est un terme que je pense qu'il l'exprime bien, là, qui est super important. Puis c'est de là qu'on a bâti le modèle. Fait que de notre côté, l'aspect compétitif, on le ressent plus ou moins. Cela étant dit, pour une start-up, on parlait de l'overview un peu high level des incubateurs. Puis ça, je pense que comme écosystème, on a un travail à faire. Pour les startups, c'est pas toujours facile de se dire, OK, je vais dans quelle structure? Tu sais, c'est quelle structure que je choisis? Est-ce que c'est des compétiteurs? Est-ce que si j'applique là, je peux pas aller là? Est-ce que lui, il parle à lui? C'est pas toujours la perspective interne dans l'écosystème, comment on travaille ensemble, comment on s'intègre l'un à l'autre. Il y a beaucoup de collaborations qui se créent, là, puis qui existent déjà. C'est une chose. Fait que non, pas trop. Je ressens pas trop de compétition de mon côté à ce niveau-là, ça va bien. De notre côté, excuse. Mais pour une start-up, j'ai l'impression que ça peut peut-être donner cette perception-là des fois. Puis ça peut rendre leur vie difficile de se dire où est-ce que j'applique, ou peut-être qu'ils appliqueront juste pas parce qu'ils se disent, à un moment donné, quand tu as trop de choix, tu fais juste pas de choix. Puis comment vous palliez à ça? Mettons, comment vous éduquez, comment vous partagez l'information? Oui, bien là, en fait, il y a un travail de sensibilisation qui est super important. C'est dans les communautés, les événements entrepreneuriaux, peu importe lesquels, là. Il y en a plein au Québec. Dans les milieux universitaires, dans le milieu citoyen également, à travers les différentes plateformes, les réseaux sociaux, à travers nos réseaux de partenaires. Il y a nous, comme incubateur, comme organisation, il y a une sensibilisation à faire. Comme écosystème, il y a un travail à faire. On parlait tantôt du mouvement des accélérateurs d'innovation qui travaillent très fort justement à assurer une synergie, une collaboration, une mutualisation à travers les différentes structures d'accompagnement au Québec. Ils travaillent très fort là-dessus pour qu'on partage un message commun. De se dire, notre mission, c'est d'accompagner des startups. Si on vient apporter de la confusion dans nos communications respectives, on ne vient pas s'aider individuellement ni collectivement. Il faut trouver une manière de venir concerter nos approches. Puis bien s'intégrer l'un à l'autre sans que ça devienne quelque chose de trop carré non plus. Là, mais... Fait que comment on arrive à pallier à ça? C'est vraiment, je pense, c'est de s'impliquer, c'est d'être sur le terrain, c'est de parler avec les entreprises, c'est de parler avec les milieux de recherche, c'est de parler avec les milieux académiques, c'est d'être dans des événements, comme j'ai dit tantôt. Puis c'est justement le travail qui doit être fait entre les incubateurs, les accélérateurs, à travers d'autres organisations et à travers nous-mêmes, tout simplement, de se parler, de communiquer, puis de se dire... Tantôt, je parlais, s'il y a des projets qu'on ne peut pas accompagner,
de se faire les passes à palette. Puis de pas... Je pense que c'est super important que, comme structure d'accompagnement, en fait, on soit là l'un pour l'autre. Comme justement, c'est pas de compétition, il ne faut pas qu'il y en ait. Là. Sinon, au bout du compte, on ne réalise pas notre mission, là, qui est d'accompagner des startups. Puis tu l'as dit dans le concret, vous avez passé, vous avez fait des passes sur la palette à d'autres, justement, quand vous voyez que les futurs incubés n'étaient pas nécessairement le bon fit pour vous. Là. Exact. Donc je pense que c'est c'est super important. C'est super important. Puis c'est sûr qu'il y a encore des projets. Tu sais, c'est un écosystème. Comme on s'est dit, il y a encore des projets qui peut-être n'appliquent pas à des incubateurs accélérateurs parce qu'ils sentent que ça les touche moins. Puis c'est sûr qu'on n'a pas fini le travail. Là. Il y a encore un travail à faire pour être ultra accessible à ces gens-là. T'sais. Que ça ne soit pas comme une clique. C'est vraiment pas ça. Il ne faut pas que ça soit perçu comme ça. Fait comment on y arrive, c'est en étant sur le terrain, c'est en comprenant qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'appliquerait pas. Puis à partir de là, communiquer avec les autres incubateurs, vous dire, guys, qu'est-ce qu'on peut changer par rapport à ça? T'sais. Travailler en équipe. Puis ce que j'aime particulièrement du fait que tu sois ici puis qu'on ait cet échange, c'est que t'es un peu le premier côté incubé, la première vision du côté incubateur, excuse-moi. Ouais. Parce qu'on a eu des incubés, on a eu des... Ouais. Beaucoup de la médaille un peu, exact, c'est ça. Puis je demande souvent, qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème entrepreneurial? Est-ce que vous êtes bien accompagné? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des manques, des choses qui pourraient être améliorées? Selon toi, qui est de ce côté-là de la médaille, est-ce que tu penses que l'écosystème entrepreneurial est assez complet ou il y a encore du travail à faire? Bien, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Je te dis, il y a beaucoup de collaboration dans l'écosystème, mais je pense qu'il pourrait y en avoir encore plus pour éviter le dédoublement nécessairement des approches. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est correct pour une start-up de faire plus qu'un incubateur, mais je pense qu'il faut que les incubateurs se parlent pour s'assurer que chacun apporte de la valeur supplémentaire par rapport à ça, qui est complémentaire. Et ça, je pense qu'il y a du travail à faire encore. Si je prêche pour ma patrie en technologie propre, dont un incubateur en clean tech, dans ce secteur-là, qui est un secteur extrêmement large, il y a beaucoup de sous-secteurs d'activité, il y a encore beaucoup de place pour de l'accompagnement d'entreprise là-dedans, par rapport aux différents stades de maturité. T'sais, nous, on est au niveau de l'incubation, on touche 3 créneaux, l'énergie, l'eau, les matières résiduelles. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. On peut vouloir jouer un rôle, prendre un leadership à ce niveau-là, mais loin de nous la prétention ou l'intention de le faire tout seul. Fait que ça, je pense qu'il y a encore des bridge to gap, comme je l'ai dit tantôt un peu dans l'écosystème. Ça, c'est pour notre secteur à nous que je parle. Puis vous devez choisir vos combats aussi. Vous pourriez tout couvrir, mais ça serait pas nécessairement efficace. Oui, tu viens un peu le jack of all trades en quelque sorte. Puis tu sais, notre approche... Ben non, tu viens pas... En tout cas, c'est en technologie propre, puis comme on s'est dit, il y a beaucoup de sous-secteurs d'activité. Il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 9, il y en a qui en ont 8. On pourrait dans toutes sortes de détails, mais il y a des spécificités propres à chacun. Puis on veut garder notre approche à la base. Puis il y a toutes sortes d'approches, puis c'est bien correct, là, mais notre approche à la base, c'est d'être spécialisé là-dedans. Fait que c'est de s'assurer de garder un certain focus. Sinon, à un moment donné, tu viens moins un incubateur, on pourrait dire, dédié ou spécialisé spécifiquement sur ces créneaux-là. Tu prends une approche qui est peut-être un petit peu plus agnostique ou généraliste, ce qui est correct, mais ce qui n'est pas notre modèle, ce qui n'est pas ce qu'on fait. Ce qui fait qu'on est complémentaire à d'autres qui sont généralistes, justement. Fait que c'est... Fait que toutes sortes d'éléments de réponse, mais je te dirais, il y a encore du travail à faire. C'est sûr qu'il y a du travail à faire. De collaboration là-dedans, je pense que c'est super important. Puis, tantôt, je pense que j'ai parlé de potentiel intellectuel. Je ne sais pas si je n'ai parlé, mais en tout cas, il y a un gros potentiel intellectuel au Québec, au Canada, qui peuvent générer des startups. Puis je sais qu'il y a des joueurs comme Axelis au Québec qui travaillent très fort là-dessus, sur la valorisation de l'API, etc. Mais il y a tellement à faire à ce niveau-là. Il y a tellement d'entreprises, tellement de projets d'innovation qui peuvent se créer, puis avoir du potentiel, puis positionner le Québec et le Canada comme un pôle, j'en parlais tantôt, international au niveau de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Fait qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est pas une game d'une organisation ou d'une personne. C'est même pas une game, en fait. C'est un travail collectif. C'est un effort collectif qui est nécessaire. De votre côté, ça fait 2 ans que vous mettez la main à la pâte, justement, pour y atteindre cet objectif-là. Mais est-ce que ces 2 ans ont été smooth sailing à 100%? Est-ce qu'il y a eu des défis, j'imagine? On a parlé de la pandémie, bien entendu, je suis sûr que ça a eu un impact. Mais c'était quoi les embûches, les anecdotes que tu veux me partager par rapport à ce parcours? Ben oui, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de défis. Il y a des défis de ressources humaines, il y a des défis de financement d'organisation. Nous, on n'a pas nécessairement il y a beaucoup d'incubateurs qui ont du soutien du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, par exemple. Nous, c'est moins là qu'on est allé, mais ça a apporté un autre défi, en fait un défi, mais une opportunité. Nous, on a focusé beaucoup sur l'engagement du privé, l'engagement de l'industrie dans l'organisation dès le début. Cela étant dit, disons que
l'échelle de temps pour concrétiser un partenaire privé peut des fois être plus complexe ou plus longue, surtout dans un contexte pandémique, où est-ce que c'est pas toujours facile de se dire hey, j'ai besoin de, peu importe, là, 20 000, 50 000, 100 000. De se tenir serré. Ben, c'est ça, il y a des organisations qui ont dû facile. resserrer certains comptes, certaines finances. Fait que là, tu vas les voir, tu sais, j'ai besoin d'un engagement. Pas juste financier, mais in-kind également pour que tu participes au projet et qu'on le bâtisse ensemble. Fait que c'est sûr que ça, oui, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité parce que ça te permet de bâtir des relations, des affaires solides, puis après ça, d'innover ensemble. Tu sais. Puis l'engagement est sérieux, il est sincère parce que tu l'as travaillé pendant quelques mois, quelques années. Fait que le volet financier, c'est sûr que c'est un défi. Tantôt, je parlais au tout début de l'organisation qu'on s'est fait, sans dire challenger, mais questionner. Puis je pense que ça avait beaucoup de valeur. Puis c'est ce qui nous a amené où ce qu'on est aujourd'hui. Sur vous êtes qui? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous venez combler comme besoin? Ça a apporté quand même une coupe de challenge également, je ne te le cacherai pas. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme défi? Sans aller dans le ultra spécifique, mais c'est sûr que tantôt, c'est pas être sélection d'entreprise. Là. C'est pas toujours facile de se dire. Ça reste. Il y a un comité de sélection qui intervient, un jury là, qui est objectif. Mais en amont de ça, on fait l'analyse, on est des humains. Puis est-ce qu'on a toujours pris les meilleures décisions? Est-ce que j'ai toujours pris les meilleures décisions? Est-ce que l'équipe a toujours pris les meilleures décisions? Ben non, on est des humains, on n'est pas des robots. Fait que c'est ça peut apporter. Des fois, tu y repenses après, tu es comme peut-être que celle-là, on aurait pu faire les choses autrement. T'sais. Est-ce que vous avez manqué des coups que vous avez vu l'entreprise qui a explosé? Est-ce qu'il y a des exemples, vous avez dit, eux, on a dit non, puis maintenant, c'est peut-être pas Uber, là, mais Ouais. c'est une grosse entreprise qui a beaucoup de succès, qui s'en va pour avoir beaucoup de succès. Il y a une entreprise avec qui, je n'aimerais pas pour là, mais avec qui on était en discussion au début, effectivement. Et puis finalement, on n'a pas accompagné. Je pense qu'une entreprise, ça aurait été pertinent de supporter, effectivement. Puis si ça a recommencé, je pense qu'on utiliserait peut-être une stratégie différente. Ouais. C'est beaucoup moins, là, je pense que j'étais tout seul à ce moment-là, en fait. Ouais, c'était au tout début. C'était au tout début, on n'avait même pas lancé d'appel à projet. On était juste en discussion. Fait que, tu sais, c'est... Puis tu dis ça parce que cette entreprise-là, maintenant, elle performe bien, donc ça... Ouais, elle performe bien. Puis tu sais, je pense qu'elle est allée chercher, cette entreprise-là, du support super pertinent ailleurs. Puis c'est vraiment correct. Mais c'est certain que ça aurait été le fun de voir qu'est-ce qu'on aurait pu y apporter aussi. Cela étant dit, est-ce qu'il est trop tard? Pas nécessairement non plus. Ça vaudrait peut-être la peine de voir comment on peut se repositionner à ce niveau-là. Là. Puis tu vois ça comment, mettons, quand des situations comme ça arrivent, puis je me dis qu'ils vont arriver de plus en plus, plus le degré grandit ces 2 prochaines années, tout ça. Tu vois ça comme un apprentissage? Je pense, mettons, rapidement à Gary Vee. Je sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk, l'entrepreneur. Il parle souvent de comment il a manqué d'investir, je pense que c'est dans Uber, là, justement, une grande compagnie comme ça. Tu vois-tu de la même façon? Tu vois ça comme un positif d'apprendre? Oui, on apprend beaucoup de ça, c'est sûr. Tu sais, je pense qu'un élément qui est super important, puis dans l'équipe, on en parle beaucoup, c'est de s'entourer de gens meilleurs que soi. C'est ce qu'on fait dans l'organisation, c'est ce que toute l'équipe apporte. Tout le monde est meilleur que moi dans l'organisation, dans plein de choses. Je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe. Mais dans le processus de sélection, dans le processus d'analyse de candidature, je pense que c'est quelque chose de super important, justement, de quand on est dans le doute, de s'entourer, d'aller chercher des avis externes. C'est ce qu'on fait avec le comité de sélection, c'est ce qu'on fait avec le comité de pilotage. Fait qu'on a mis toutes sortes d'affaires en place depuis le début de nos activités, justement, pour éviter de se ramasser dans des situations où sans dire qu'on aurait des regrets, mais qu'on serait peut-être dans une position de dire on aurait peut-être dû. T'sais. On veut éviter ça. Fait que oui, c'est ça qu'on apprend. On s'entoure, on se structure, puis on va continuer à apprendre. Là. Il va y avoir plein d'affaires qui vont arriver dans le futur aussi. Mais 2 ans, c'est pas si long, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent. Vite comme ça, j'ai pas d'autres idées, mais des défis, il y en a plein, il y en a au quotidien. Mais là, je t'ai grill sur les défis, mais il y a aussi des bons coups. Ouais. Est-ce que tu as des entreprises incubées de 2 degrés dont tu es fier? Entre autres, nous, on s'est rencontrés à travers Startup Fest, où on a croisé Philippe de Nouveau Power. Ouais. Est-ce que ça fait partie des entreprises-là dont tu es fier? C'est lesquelles que tu te dis, wow, on a investi de nos ressources à l'intérieur, puis ça va C'est dur à dire parce qu'honnêtement, on a les 17 entreprises qu'on accompagne ont toutes un énorme potentiel. Là. C'est pour ça qu'on les a sélectionnées aussi, puis on croit dans eux autres. Mais tu sais, il y a différentes entreprises, projets qui ont des réalisations, disons, qui sont quand même dignes de mention jusqu'à maintenant. Puis je pense que ça vaut la peine de le dire. Sans dire qu'ils ressortent du lot, mais qui peuvent apporter une certaine fierté, effectivement, de les avoir sélectionnés et de pouvoir les accompagner. On veut pas choisir un chouchou. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en amont de nous aussi. C'est pas nécessairement à cause de nous, mais nous, on est heureux de pouvoir contribuer à ça. Par exemple, là, tu parles de Nouveau Power, Philippe, c'est super cool qu'est-ce qu'il fait. Là. Ça se développe bien. De son côté, il travaille fort. Tu vois l'engagement, tu vois le dévouement de l'entrepreneur. Ça aussi, ça rend fier. C'est pas juste l'achievement, c'est aussi tu vois la personne et tout le temps qu'il met là-dedans.
Pour peut-être les il y a gens qui ne connaissent pas encore Nouveau Power, Ouais. ils réutilisent l'énergie. Oui, il fait du refroidissement de salle de serveur à travers l'utilisation de pistons libres, entre autres. Puis il peut utiliser la chaleur dans les salles de serveur pour générer de l'énergie. Puis on sait Chaleur résiduelle. qu'avec tous les besoins maintenant des SaaS et du cloud en général, c'est Ouais. un problème, mais dans son cas, une opportunité énorme aussi. Exact. Puis tu C'est sais, il y a d'autres projets, exemple, il y a Sky Renew, qui est une entreprise de notre deuxième cohorte, là, qui ont été reconnus. J'ai plus le chiffre exact, là, mais dans le cadre du XPRIZE Carbon Removal de Elon Musk, qui avait été reconnu, de Elon Musk. Il était impliqué là-dedans, entre autres, là, mais il y a plein d'autres mondes, on s'entend. Là. Mhm. Il avait été reconnu, je pense, top 30 dans le monde là, pour Wow. le volet académique. Puis, Wow. tout volet confondu, j'ai plus le chiffre, mais ils ont été reconnus dans les top solutions là, au niveau mondial, ils font de la captation de carbone, en fait. Ok. Captation, séquestration de carbone. Ils sont basés à Sherbrooke. Projet de l'Université de Sherbrooke, super cool. OK. On a une entreprise qui est justement, tantôt je parlais de hardware, un peu moins de software, mais on a une qui est dans le software, qui est Partage Club, qui est portée aussi par, ça je trouve ça le fun de le dire, qui est portée par une femme. OK. Fait que ça, je trouve ça important parce qu'en hardware, en deep tech, ça c'est quand même un défi. Là. Ouais, il y a de moins en moins de femmes présentes. Malheureusement, il y a de quoi à faire. Il faut que ça se développe. Il n'y a pas de tout ce qui est diversité, inclusion. Honnêtement, dans les hautes technologies, c'est pas évident. Puis je suis convaincu qu'il y en a plein qui ont des. Tantôt, on parlait justement de comment aller chercher ces gens-là qui ont des idées, mais qui appliquent peut-être pas ou qui ne se sentent pas concernés. Ben ça, c'en est un morceau. Là. C'est ces gens-là qui ont des idées, qui ont du potentiel, qu'ils soient femmes, qu'ils soient des femmes, que ce soit des hommes, qu'ils soient issus de la diversité, qu'ils soient d'une communauté autochtone, whatever, sont tous les bienvenus. Là. C'est super. Puis on veut encourager ça, fait qu'on travaille sur différents projets en ce sens-là, mais on veut encourager ça. Fait en tout cas, l'entreprise en question, on en a quelques-unes que c'est des femmes qui sont impliquées, là, mais c'est Partage Club. Puis on a développé une plateforme pour permettre le partage de biens, en fait, dans une localité donnée, donc une région donnée, en différents citoyens. Okay. Donc, j'ai une personne chez nous, je ne l'utilise pas, est-ce que mon voisin pourrait l'utiliser au lieu d'en acheter une nouvelle et la laisser sur son établi pendant des années. C'est une super de belle plateforme qui a été développée. Ils ont levé une campagne là, sur la ruche. Ça avance super bien leur affaire. Là. Puis c'est une ancienne professionnelle qui est dans le milieu plus des communications, des médias, du marketing, qui a tout lâché, puis qui est partie de son entreprise, puis s'est entourée, puis ça a grandi super rapidement. Fait que oui, elle vit des défis, mais tu vois qu'elle fonce, puis elle a une vision qui est très claire, puis c'est le fun de voir ça aller. C'est inspirant. C'est ça, c'est trois projets que je nommerais comme ça, mais honnêtement, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a plein là, qu'on pourrait parler. Là. On a parlé beaucoup dans nos réseaux sociaux d'entreprises, notre première cohorte, parce qu'ils étaient certains des plus avancés, mais là, on veut parler des autres aussi. Okay. Il y a des Oula One, des Régionaux, il y en a plein. Ouais, OK, des noms d'ailleurs qu'on entend parler beaucoup dans les médias aussi. Oula One, quand même, on fait. Ils viennent de l'université de Sherbrooke aussi. Sherbrooke, c'est ça. Hein? Ils sont basés à Québec maintenant. Ils viennent de Sherbrooke. OK, Ouais. intéressant ça. Ouais. Donc, eux, ils sont incubés? Là, ils sont gradués, en fait. Là. Okay, ils ont terminé l'accompagnement. Régionaux aussi, qui est basé à Québec, qui a terminé l'accompagnement. Tantôt, je parlais de cycle, ils sont accompagnés, entre autres, là, par... OK. Puis eux, ils font, rappelle-moi, Oula One, c'est... Oula One, là, ils font évoluer leur modèle, là, mais ils développent différentes machines, différents équipements qui permettent là, de nettoyer, entre autres, les déchets sur les plages. Déchets sur les plages, et ainsi de suite, entre autres les microplastiques. Là. OK. Les plages ou terrains industriels, et ainsi de suite. Il y a quand même des grandes opportunités qui se rattachent à ça. Ouais. Ils ont développé des technologies, là, différents outils, différents équipements en fait, qui permettent de faire ça. Super intéressant. C'est une belle technologie. Là. Ils ont une belle traction, je dirais, à ce niveau-là. Super ça. Puis on s'en va tranquillement vers notre dernière section, du pain sur la planche. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Pain sur la planche. Donc l'idée, c'est qu'il y a du travail qui reste, des nouveaux projets qui s'en viennent. Je vais commencer avec une question en fait, qui me brûle depuis le début quand on a commencé à parler, mais je trouvais que c'est vraiment la section pour la poser. À Montréal, on a une expertise en intelligence artificielle, en jeux vidéo, plusieurs domaines. Ouais. Je pense énormément de SaaS qui décodent ici, Lightspeed. On pourrait passer longtemps à les nommer. Est-ce que tu vois, je ne veux pas mettre une rivalité, là, mais Québec, là je parle vraiment de la ville de Québec, comme un terreau fertile peut-être pour les technologies propres particulièrement. Est-ce que tu vois que Québec pourrait avoir sa propre, une, entre autres, il pourrait en avoir plusieurs, là, mais ça pourrait être un de ces créneaux qui le démarque des autres villes du Québec? Je pense que Québec peut définitivement se positionner à ce niveau-là. Il se positionne déjà, effectivement. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres villes? Je pense que c'est différent. Je pense qu'ils sont différents, en fait. Je pense qu'à Québec, on a beaucoup d'infrastructures, d'expertise, de ressources, de programmes, de financement, de soutien pour permettre justement le développement de ce pôle-là, puis de le positionner vraiment comme un pôle prépondérant, là, qui a du leadership dans le secteur,
à travers le Québec, à travers l'international, à travers le Canada. Je pense que Montréal aussi, là, mais tantôt je parlais des différents sous-secteurs en technologie propre, il y a aussi ça qui peut venir faciliter les choses. Puis on dit Québec-Montréal, mais il y a aussi pas mal d'expertise. On parle en Mauricie, à Trois-Rivières, Bécancour, Shawinigan. Il y a une zone d'innovation qui se développe sur les batteries, entre autres. Fait tu sais, c'est pas juste Québec. Là. Au Québec, il y a plein de choses, mais je pense que Québec, oui, peut prendre une position à ce niveau-là. Entre autres, aux côtés d'autres villes. Entre autres, à travers les secteurs prioritaires de la ville. Fait à Québec, tu sais, pour faire une histoire courte, là, il y avait 4 secteurs prioritaires avant. Quand on a commencé nos travaux, on a contribué à la réalisation d'une étude qui a permis d'aller, en fait, recommander à la Ville de Québec de reconnaître le secteur de technologie propre comme étant le 5e secteur prioritaire de la Ville de Québec. Et ça a été accepté finalement là, par la politique, donc c'est devenu le 5e secteur prioritaire. Puis pourquoi c'est prioritaire? Bien oui, c'est les actifs de la Ville, c'est les infrastructures, c'est les expertises, comme je disais tantôt. J'ai plus le chiffre exact, là, ben, ça change, là, mais dans le temps, c'était autour de 35-40 centres chers de recherche de calibre international qui sont à Québec en technologie propre. Fait que, il y a un énorme potentiel à ce niveau-là. Puis après ça, comme je te dis, Québec a une force qu'ils peuvent mettre de l'avant à travers la province pour se positionner sur différents sous-secteurs. Je ne peux aller plus dans le détail, mais dans l'efficacité énergétique, entre autres, il y a beaucoup de choses dans l'eau, il y a des grandes forces. Fait que c'est des sous-secteurs de technologie propre sur lesquels on peut miser. Puis c'est de là, entre autres, qu'on a identifié les créneaux sur lesquels on travaille. Il y a une grosse usine de biométhanisation qui se développe. Fait que au niveau de la biométhanisation, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Au niveau des énergies, des matières résiduelles. Puis il y a des joueurs industriels qui peuvent s'impliquer dans tout ça et apporter beaucoup de valeur. Fait que je te dirais, oui, Québec peut définitivement se positionner comme un leader dans le secteur. Il y en a d'autres au Québec qui peuvent le faire aussi. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis c'est entre autres pour ça qu'on est basé là, dans la région de Québec, tout en travaillant partout en province. Intéressant. Tu penses quoi du tunnel Québec? Non, Est-ce que le fait d'être basé à Québec, tu me disais que tu passes plusieurs jours à Montréal aussi, est-ce que ça apporte son lot de défis? J'ai l'impression que plusieurs incubateurs, eux, font le choix d'être à Montréal et pas vraiment se préoccuper de ce qui se passe peut-être au reste de la province. Je ne veux pas juger personne, mais c'est clair. Est-ce que tu vois comme un défi que toi, tu es prêt à apprendre et que tu penses qu'il va bénéficier le projet? Oui, ben moi, je pense que c'est une opportunité, en fait. Parce que je le vois comme, tu sais, on est basé à Québec, mais l'équipe est répartie à travers le Québec. Les startups sont réparties à travers le Québec. Je pense que le fait qu'on soit justement pas basé à Montréal, ça apporte un élément distinctif un petit peu à notre modèle. Puis tantôt, tu parlais de collaboration. Je sais pas si tu parlais de collaboration, mais moi, je parlais de collaboration. En tout cas, on a parlé de collaboration. Puis, à Québec, c'est un élément qui est super le fun aussi dans l'écosystème. C'est que tantôt, il y a quelques secondes, je te parlais de secteur prioritaire, il y en a 5. Sur chaque secteur, il y a une structure d'accompagnement dédiée. Il y a nous, il y a Le Camp, il y a Quantino, il y a Mycelium, il y a Entrepreneur Laval, etc. Fait que sur chaque secteur, il y a une structure d'accompagnement dédiée. Fait que ça vient vraiment faciliter on a des structures comme le groupe des incubateurs, tout ça vient faciliter la collaboration beaucoup à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas qu'on collabore aussi avec le reste du Québec, à travers différentes régions, différentes structures d'accompagnement. Fait que je vois pas le fait de venir à Montréal nécessairement comme un défi, mais plus comme une opportunité de s'inspirer aussi de ce qui se fait ici, d'apporter un peu ce que nous on fait à Québec, parce que mine de rien, c'est pas la même taille de ville, c'est pas la même dynamique. Fait que je pense qu'on peut s'apporter d'un côté et de l'autre à ce niveau-là. Puis ça reste qu'il y a une masse critique à Montréal d'entreprises, d'incubateurs, d'accélérateurs, d'activités, d'événements. Fait que la question que je me pose des fois, c'est est-ce qu'on peut vraiment ne pas être là? T'sais? Si on a une approche qui est provinciale, si on veut accompagner les entreprises de partout, il faut qu'on soit là. Puis il faut qu'on démontre comment, en étant là, on apporte de la valeur aussi. Fait que c'est... Mais en le faisant à l'externe, ça nous permet d'apporter peut-être ce point de vue-là, sans dire plus objectif, mais ce point de vue-là un peu détaché, pas toujours les deux mains dedans, les deux pieds dedans. Ça apporte une certaine curiosité, peut-être. Est-ce que ça fait partie de l'attrait de 2 degrés, le fait que vous avez justement ces deux pôles-là? Est-ce que c'est aussi bien réparti entre les deux? Comme une entreprise, mettons, qui est montréalaise, elle aura-tu moins avantage à rejoindre 2 degrés qu'une entreprise de Québec? Non, je pense pas. Du moins, c'est pas ce qu'on veut projeter. Parce que notre réseau de partenaires est beaucoup à Montréal aussi. Là. Je parlais de Tech Momentum tantôt, je parlais d'Esplanade, je parlais du MT Lab, ils sont tous à Montréal. L'équipe est répartie quand même assez également. On va être en fait 4 à Québec, et puis 4 plus 1, parce qu'il y a un de nos collègues qui va pouvoir se déplacer entre les deux, et puis 3 plus 1 à Montréal. Donc, c'est assez bien réparti à ce niveau-là. Au niveau des événements, comme je disais, trimestriels, jusqu'à maintenant, ça a beaucoup été fait à Québec.
Mais ça fait 1 an et demi qu'on accompagne des startups, on n'a pas fait tant que ça. Là. Mhm. Fait qu'éventuellement, est-ce que même on va faire ça ailleurs qu'à Montréal, ailleurs qu'à Québec? Il y a d'autres places aussi. On parlait de Sherbrooke tantôt, il y a beaucoup de choses qui se passent. On parlait de Trois-Rivières, du Bas-Saint-Laurent, on travaille avec eux autres beaucoup. Il y a beaucoup d'options là, quand même. Je ne limiterai pas ça à Québec et Montréal. Mais je ne crois pas que notre approche ou notre modèle vient trop limiter les options à ce niveau-là, au contraire. J'imagine que ça aide aussi que quand même les villes sont pas si éloignées que ça, je veux pas, tu sais, Non, ça se fait bien, Québec, ouais. 3 heures maximum. Là, Ouais, exact. Des fois, le train, c'est un peu plus long. Là, mais... Ouais, ça dépend des... ouais. Peut-être qu'on va avoir un train rapide un jour, un truc intéressant, là. C'est nice. Il va y avoir des réflexions là-dessus, mais je sais pas si on est rendu ou pas. Ouais, moi non plus. Ben, vous célébrez 2 ans de Degré en passant joyeux anniversaire. Félicitations. Merci. Donc, un grand moment pour 2 Degrés. C'est quoi ton souhait pour les 2 prochaines années? Comment tu vois les 2 prochaines années pour 2 Degrés? Ben, je te dirais 2-3 points. D'un point de vue très quantitatif, on a des objectifs quand même de contribuer au développement d'encore plus d'entreprises en technologie propre au Québec. À travers tous les réseaux, les collaborations, les partenariats, l'accompagnement, le parcours, tout ce qu'on fait. Fait qu'on vise, là, on a accompagné 17 entreprises. D'ici la fin 2024, on vise d'en avoir accompagné 50. Fait que, il en reste 33 à accompagner en 1 an et demi. Là. Un petit peu plus qu'un an et demi. Fait que, c'est une accélération du momentum, là, quand même. C'est ça, exact. T'sais, la première année, c'était 6. La deuxième année, c'était 11. Fait que là, on poursuit. Cette année, on vise 15. Et l'année prochaine, 20. Fait qu'on arriverait, logiquement, à 50. Un chiffre, bien sûr, qu'on espère dépasser. Là. J'aime bien le under promise, over deliver. Je pense que c'est un concept qui fonctionne bien en affaires, mais dans la vie de tous les jours. Fait que d'un point de vue très quantitatif, je dirais ça. D'un point de vue de vision, de valeur, je pense qu'il y a encore énormément à faire par rapport à la transition énergétique, transition écologique, autant au niveau sociétal, autant au niveau de la société qu'au niveau de l'économie, qu'au niveau de l'environnement. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans les grandes organisations. Mais moi, je vois ça, oui, ça peut être vu comme un défi, effectivement, c'en est un. Mais aussi, je parle souvent d'opportunités parce qu'on travaille sur différents programmes d'innovation ouverte en ce moment, qu'on veut bâtir en restant axé, bien sûr, sur l'incubation, là, mais avec l'industrie, pour dire c'est quoi vos défis, c'est quoi vos opportunités, c'est quoi vos enjeux environnementaux actuellement, puis comment ces enjeux-là, ces problématiques-là, ces opportunités-là peuvent générer justement l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est quelque chose qu'on veut absolument faire pour, de un, contribuer au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, oui, atteindre le chiffre de 50, mais bien plus que ça, mais aussi accélérer cette transition-là au Québec en impliquant l'industrie là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on veut bâtir. Puis d'ici 2 ans, c'est clair qu'on va en relancer quelques-uns, on en lance un prochainement. Là. Donc, dans les prochaines semaines, avec notre... je ne peux pas en dire trop, mais on a un 4e appel à projet qui s'en vient, puis ça devrait venir avec, ou du moins pas trop loin. Semi-scoop. Avec un genre de programme, ou en tout cas, c'est pas un programme, mais on va s'axer de plus en plus vers l'innovation ouverte, c'est sûr, avec un partenaire industriel qu'on va annoncer. On va annoncer le tout très bientôt. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire, c'est certain. Puis tantôt, j'ai parlé de collaboration dans l'écosystème. Il y en a beaucoup qui se fait déjà. Il y a beaucoup d'importance qui est accordée à ça. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui peut se faire. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense que dans les 2 prochaines années, j'espère qu'on puisse jouer un rôle ou contribuer d'une certaine manière à ça, de notre côté. Ouais. Intéressant. C'est ce qui nous amène à notre nouvelle section de la dernière saison. Mais on va rendre ça un petit peu plus crunchy. Donc, Karim, on a notre prochaine section, la question qui tue. La question qui tue. Dans le fond, ce que je voulais te poser, c'est on voit beaucoup d'incubés qui sont très fans des incubateurs. Au point, ils vont peut-être en faire 4, 5, 6. Ils vont passer beaucoup de temps dans des incubateurs différents parce qu'on a discuté, il y en a tellement d'options. Ils peuvent facilement en faire beaucoup plus qu'un au fil du temps. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait accès à autant d'incubateurs ou c'est peut-être une béquille sur laquelle beaucoup d'entreprises reposent à la place de se lancer dans les grandes ligues? Oui. Ouais, c'est une bonne question qui tue, en fait. Je pense qu'il y a 2 volets de responsabilité à ça. Il y a des cas d'entreprise, effectivement, qui, je pense, il y a peut-être eu de l'exagération. On les a vus faire 9, 10 incubateurs. Parce que, il y a toutes sortes, il y a sûrement beaucoup de monde qui nous écoute, qui le savent déjà, mais quand dans l'incubateur, tu as accès à plein de programmes, entre autres. C'est sûr qu'il porte des avantages à ce niveau-là, qui souvent sont assez honnêtes aussi pour l'entreprise. Mais ça reste que il y a beaucoup d'incubateurs qui sont financés par le gouvernement du Québec, entre autres, ou des bailleurs de fonds qui peuvent être assez similaires d'un incubateur à l'autre. Puis si tu vas dans chaque incubateur et tu refais le même programme 5, 6, 7, 8 fois, à un moment donné, est-ce que c'est une optimisation des ressources financières qu'on reçoit comme incubateur accélérateur au Québec au profit du développement de l'entrepreneuriat ou c'est un double dipping ou triple dipping à quelque part qui pourrait avoir plus de valeur pour une autre entreprise? Fait que sur ce point-là,
C'est sûr que les entrepreneurs, je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés là-dedans, loin de là, mais il y a un volet de responsabilité qui revient à ce niveau-là. Cela étant dit, je pense que c'est pas une majorité, là, je pense qu'il y a une minorité, une grande minorité, là, je veux dire un mince pourcentage d'entreprises qui ont fait ça, mais oui, c'est déjà arrivé qu'on a vu ça. Là, beaucoup d'incubateurs pendant plusieurs années. Là, OK, ben, à un moment donné, il faut aussi que tu achieves something. Il faut que tu arrives à un... Tu peux pas le premier. Là. Ben, c'est ça. Un incubateur, tu es supposé commencer à quelque part, finir à quelque part. Tu peux pas toujours faire le même process 14 fois, sinon ton entreprise... Tu peux pivoter, oui, là, mais à un moment donné, je veux dire, tu espères générer une certaine traction. Là, fait que ce volet-là, comme je dis, je pense que c'est un faible pourcentage. L'autre côté, on parlait de collaboration une couple de fois pendant la discussion aujourd'hui. Je pense que les incubateurs et les accélérateurs ont une responsabilité aussi. Ça allait de ma question, en fait. Je suis pas prêt à mettre la responsabilité sur les épaules des startups seulement, même que je pense qu'on a pas mal plus de responsabilité comme incubateur et accélérateur de se parler, de savoir si l'entreprise arrive chez nous était où avant, puis pourquoi elle n'est plus là, ou pourquoi elle vient chez nous si elle était là, puis comment que si elle vient chez nous, ça soit complémentaire parce que l'autre a offert. On a une responsabilité là-dedans. L'entrepreneur a pas mal d'autres affaires à gérer. Surtout si on a plein de trucs à gérer, là, mais nos processus de sélection, ça doivent être sharp. Tu en as parlé tantôt. Puis dans le sharp, ça inclut fais ton genre de due deal en quelque sorte. Là. Pas comme nécessairement un investisseur parce qu'on ne fait pas nécessairement le même engagement. Mais fais ton due deal, là, puis implique l'écosystème dans ton processus pour t'assurer, puis je pense que ça se fait, là, mais je pense qu'on peut en faire encore plus, pour s'assurer que s'il arrive chez nous, puis qu'il était ailleurs avant, ça peut être bien correct. Mais assure-toi que ce que tu vas faire va apporter de la valeur par rapport à ça. Puis s'il y a un co-accompagnement, bien que ça apporte de la valeur aussi. Puis pas qu'on offre les deux la même affaire. Et de la même façon qu'un employeur voudrait savoir où son futur employé est passé Ouais, avant, exact. il va faire son due diligence, justement. Je pense qu'il y a comme deux côtés à cette médaille-là, mais je mettrais quand même beaucoup la responsabilité sur les épaules des incubateurs à ce niveau-là. Puis ça revient avec... Puis tu sais, je ne veux pas ouvrir une porte, là, mais c'est sûr que tout le point des indicateurs puis du nombre d'entreprises qu'on doit accompagner, des fois, peut apporter un peu, sans dire ce biais-là. Je pense pas que ça apporte ce biais-là, mais on a tous des objectifs de nombre d'entreprises accompagnées. Il ne faut pas que ça apporte un biais, justement, dans nos réflexions. Je pense que ça doit rester objectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte de la valeur auprès des entreprises. Il ne faut pas qu'on fasse juste atteindre nos objectifs. Ça répond bien à ma question. Merci. Même à une question que je n'avais même pas encore eue. Excuse-moi. Non, c'est parfait, c'est excellent. On approche de la fin, mais j'aimerais pouvoir donner l'occasion à l'auditoire de savoir un petit peu les ressources que tu as pu consulter, qui t'ont inspiré. Est-ce qu'il y a des livres où ça pourrait être, tu sais, on est en 2023, ça pourrait être une vidéo YouTube, un TED Talk, qui ont vraiment marqué ton parcours puis qui ont fait de toi l'entrepreneur, le DG que tu es maintenant chez les DG? Oui, bien, il y a pas mal d'affaires, je pourrais dire, mais je me limiterais à un truc. C'est un livre qui m'a quand même inspiré pas mal, qui m'a fait réfléchir beaucoup, qui s'appelle Tipping Point de Malcolm Gladwell, qui parle à quel point des petits gestes peuvent générer des grands changements. Fait que, on parle, si je fais un parallèle un peu avec les changements climatiques, je pense que c'est une bonne chose de se dire, chacun de nos petits gestes cumulés peut générer un gros geste puis un énorme impact positif, on l'espère, c'est ce qu'on souhaite. Si on parle d'entrepreneuriat, même chose. Souvent, c'est pas nécessairement toujours les grands pas qui font la différence, c'est juste de faire le premier, mettre l'orteil dans la porte, puis dire j'y vais. T'sais. Puis là, je fais vraiment je fais des parallèles, mais c'est pas exactement ça qu'il dit dans le livre. Là. Il parle d'exemples où est-ce qu'il y a des petits gestes dans la société, dans l'économie qui ont été réalisés puis qui ont créé des positionnements de marque, des brands, des changements importants au niveau politique, économique. Fait que, mais tu vois qu'à la base, il y a des éléments fondamentaux qui existent derrière ça. C'est une sorte de facteurs, le stickiness factor, etc., qui sont super importants pour que ces petits gestes-là aient l'impact potentiel, l'impact, génèrent réellement l'impact souhaité à ce niveau-là. Fait que c'est le livre The Tipping Point. Je ne sais pas en français c'est quoi, mais de Malcolm Gladwell, que je trouve. Puis il en a écrit plein, j'ai pas lu les autres, mais je sais qu'il y a Outliers, que je trouve super intéressant comme. Ouais, on l'a eu comme recommandation, aussi. Je pense, à un point. Ouais. Je trouve que ça, c'est comment, justement. Tu sais, il y a le livre David contre Goliath également qui a écrit. Il y a plusieurs livres quand même assez intéressants à ce niveau-là. Puis je pense que la lecture, c'est vraiment un bon moyen de s'éduquer, de s'informer, de s'apporter une autre perspective, d'apprendre. On parlait d'apprendre tantôt, d'apprendre plein d'affaires, d'en prendre dans l'essai, c'est sûr. Mais je mise beaucoup là-dessus. Les podcasts, effectivement, il y a toutes sortes de bons podcasts qui existent. Là. Différentes façons de consommer l'information, puis s'assurer de varier aussi, ça peut être intéressant. Exact. Pour aller chercher. Puis ma dernière question, c'est, elle ne va pas te surprendre vraiment, là, mais est-ce que selon toi, le Québec est né pour un gros pain? Moi, je pense que le Québec a le potentiel d'être un gros pain.
mais se limite souvent de manière consciente ou inconsciente à ce niveau-là. On entend souvent l'opposé. Le Québec est né pour un petit pain, malheureusement. Je pense qu'il ne faut pas se limiter au Québec. On a un potentiel énorme dans toutes sortes de secteurs. C'est pas des forces à Québec, des forces à Montréal, des forces dans d'autres régions du Québec. Au niveau entrepreneurial, les individus, les entreprises qu'on a, les moyens, les modèles, les structures, les programmes qu'on a, on a de la chance, en fait, d'avoir ça. Fait qu'utilisons-les à leur plein potentiel, puis ayons le moyen de nos ambitions. Là, utilisons les moyens de nos ambitions et donnons-nous cette permission-là d'avoir ces ambitions-là jusqu'à l'international, de le changer le monde. On a le potentiel de le faire, faisons-le. Non, je pense on peut certainement être né pour un gros pain, puis je pense qu'il faut le faire, mais c'est un travail individuel, oui, mais surtout collectif, je pense qu'il est important pour y arriver. Là. Je pense que un jour à la fois. Des incubateurs comme 2 degrés peuvent aussi y contribuer fortement. Merci. On espère pouvoir jouer un rôle à ce niveau-là, effectivement, mais je pense qu'on va continuer à travailler comme on le fait, mais il faut continuer à avoir un écosystème justement qui travaille ensemble aussi. Et merci à vous autres de donner de la visibilité à des initiatives comme les différentes startups, comme nous autres, comme toutes sortes d'organisations là, que j'ai pu suivre via votre podcast. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir, puis merci. On est très heureux d'accompagner la relève entrepreneuriale québécoise. On en fait partie, nous aussi, mais, exact. Mais c'est juste beau à voir ces belles entreprises qu'on voit depuis le début puis qui fleurissent au Québec. C'est ce qui nous amène à la conclusion du podcast, de l'épisode de Balado. J'aimerais remercier tous d'avoir écouté l'épisode. Remercier bien entendu 2 degrés et toi-même. Merci. De t'être prêté au jeu. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu peut-être où les gens peuvent retrouver 2 degrés et les différents médiums de communication? Peut-être qu'il y a des futurs incubés qui seraient intéressés à rejoindre une cohorte. Certainement. En fait, merci à toi une fois de plus. Merci à vous autres. C'est très apprécié. C'est sûr que le classique site web, donc 2degrés.com est toujours une bonne place où aller chercher l'information. Également, nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Là, j'ai plus les acronymes exacts. Sur Facebook, c'est 2 degrés QC, si je ne me trompe pas. LinkedIn, c'est 2 degrés. Instagram, très présent aussi. L'infolette, vous pouvez vous y abonner. Ça donne beaucoup d'informations. 2 fois par année, au minimum, on lance des appels à projets pour toutes les startups qui auraient de l'intérêt, qui auraient des projets. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous poser des questions. Personnellement aussi, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, sur Facebook, Alexandre Guindon, qui fera plaisir d'échanger avec vous autres, comme tous les autres membres de l'équipe. Puis finalement, c'est certain qu'on a bien hâte d'en savoir un peu plus sur les projets, les idées, puis vos rétroactions là, sur le podcast. Vos différents commentaires sont toujours les bienvenus, c'est ça. Super, merci. Puis la même chose pour Né pour un gros pain et Machiavel. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, @Machiavel ou @Né pour un gros pain. D'ailleurs, avec cette nouvelle saison, vous allez voir beaucoup d'activités sur ceux-ci. Donc, je te remercie encore une fois. Merci à toi. C'était super intéressant. Et on vous souhaite le meilleur pour les 2 prochaines années. Encore une fois, joyeux anniversaire, bonne fête. Merci encore. À 2 degrés, merci beaucoup. Très apprécié. Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.